commence... j'y pensais en venant, en fait, en me disant, mais j'ai accepté quoi, là, en fait, j'ai pas compris. Je dois expliquer comment je discute avec Castaldi. Quelles sont les techniques oratoires que j'utilise sur TPMP? Ça va pas être facile, ça. D'une façon générale, si vous voulez, il faut toujours commencer à se méfier quand on parle de technique oratoire. C'est quelque chose que j'aime pas, et au fond, j'ai pas de technique oratoire, au sens où effectivement, ce qui m'interpelle, ce qui m'intéresse, c'est la vérité. Je suis un chercheur de vérité, et chaque homme qui prend la parole devrait finalement être investi par une seule quête, qui est la recherche de la vérité. Dans l'histoire antique, vous savez sans doute que ce débat sur la vérité et la parole est un débat ancien qui a opposé les sophistes, notamment avec toute l'école de Platon, d'Aristote, etc. Et au fond, on a pensé un temps que on pouvait, et on le pense toujours d'ailleurs, qu'on pouvait imaginer de parler pour parler, qu'on pouvait imaginer de parler pour convaincre, et qu'en soi, la parole était quelque part préexistait à l'être, en quelque sorte. C'est toute la philosophie des sophistes, au fond, et qu'on a fait de la parole un métier en tant que tel. Et du reste, en tant qu'avocat, on vous dit souvent, mais finalement, vous êtes l'homme de la parole. Je ne sais pas si c'est un truc qui m'agace plus que ça, d'ailleurs. Au fond, ça ne veut rien dire dire je suis homme de la parole. Et c'est la raison, par exemple, pour laquelle j'ai toujours refusé, pour ma part, de participer à la conférence du stage, prestigieuse conférence du stage de Paris, dont sont issus les grands pénalistes parisiens. J'ai toujours refusé de participer à cette conférence du stage parce que, précisément, elle faisait de la parole un absolu. Elle faisait de la parole une fin en soi. Moi, je ne fais pas de la parole une fin en soi. Moi, je suis une culture dans laquelle le Verbe se fait chair et habite parmi nous. C'est ma culture et c'est ma raison, en fait. Au sens où, effectivement, quand je prends la parole, je ne prends pas la parole pour défendre des idées, pour ce qui me concerne. Avocat, je prends la parole pour défendre des gens. C'est pas la même chose, en fait. Ma parole n'est pas au service d'une idée, elle est au service de quelqu'un. Et d'ailleurs, c'est toute la grâce, toute la particularité, par exemple, des prédicateurs. Les prédicateurs ne sont pas au service des idées, ils sont au service de quelqu'un. Ils sont au service de Dieu, au service de la transcendance, ils sont au service, finalement, de la vérité, au service du bien, du beau, du vrai, incarné à travers, effectivement, la personne de Dieu. Et donc, on est confronté à une première difficulté, c'est que est-ce qu'on peut parler de tout, et est-ce que surtout, finalement, la parole a raison de tout? Dans cette crise, au fond, est-ce qu'on peut défendre, c'est le problème de la politique, est-ce qu'on peut défendre le pass vaccinal un jour et ne pas finalement défendre l'inverse le second jour? C'est compliqué parce que, au fond, la vérité, elle est quand même la fin de la parole. La vérité... Alors, c'est pas une question de Pilate, qu'est-ce que la vérité? Mais c'est un peu l'idée, c'est ce qui doit quand même nous guider. Souvent, nous avons un problème dans nos prises de position, c'est que nous avons perdu de vue cette recherche de la vérité. La technique, nous avons, si vous voulez, on est dans un monde très curieux, en fait, mais c'est vrai depuis la nuit des temps. Je ne sais pas si vous avez lu les stratagèmes de Schopenhauer, qui sont un modèle du genre, en fait, où... En réalité, Schopenhauer vous apprend, à travers les différents stratagèmes, à vous positionner en débat et vous apprend à argumenter, contre-argumenter. Finalement, c'est de la sophistique pure, la parole comme fin en soi. Moi j'ai enseigné Schopenhauer pour le coup, mais je me suis jamais retrouvé dans cette vision de la parole. Je me suis jamais retrouvé dans une parole qui est une parole qui n'a pas d'autre fin qu'elle-même, au fond, et dont on pourrait parler de tout, de rien, de la même façon. Il me semble que la parole n'a d'intérêt que lorsqu'elle est au service, je vous l'ai dit, de la vérité, au service du bien, et que fondamentalement, en toute chose, il faut considérer la fin, et que la première réalité est sans doute celle-là, quelle est la fin que je défends? Lorsque je prends la parole, et lorsque finalement je passe de la pensée à la parole, c'est-à-dire qu'en fait il y a un mouvement de l'âme, qui est celui véritablement de l'extériorisation, c'est-à-dire que ce qui était de l'ordre de l'intime, eh bien tout à coup s'extériorise, eh bien, au service de quoi j'extériorise, pourquoi je parle, à qui je parle et de quoi je parle. Alors, ces trois questions, elles sont assez importantes parce que, fondamentalement, la première question, un petit peu à l'envers, c'est à qui je parle. Et nous sommes dans une situation, dans une société assez curieuse à cet égard, où au fond, c'est par exemple
ce que me reprochera l'ordre, qui dira que j'ai une vulgarité, qui n'est pas compatible avec la profession d'avocat, comme si la profession d'avocat avait une parole qui n'était pas celle de la majorité des Français, et désormais je compte écrire à l'ordre pour dire que je ne parle pas comme certains Français, je parle comme le président de la République, et que donc élevé à la fonction présidentielle, il s'agit bien évidemment d'abandonner les poursuites. L'idée étant de dire que, bien évidemment, que je ne parle pas de la même façon, je ne vous parle pas de la même façon que je parle au plateau de TPMP. Je ne vais pas sur LCP de la même façon que je vais sur le plateau de TPMP, encore que. Ça pourrait se discuter. Mais à un moment, si vous voulez, il y a une difficulté qui est à qui je parle. À qui je parle, quel est mon interlocuteur? Qui est celui à qui je m'adresse? Qui est ce vis-à-vis? Et de facto, il importe quand je parle de savoir à qui je parle, de savoir quelle est la qualité de celui à qui je m'adresse. Pour une raison qui est relativement simple, c'est qu'il importe que je creuse quelle est son histoire, en tout cas que j'en ai une idée, un peu approximative au moins, que j'ai une idée de ses positions, et que, parce que ça va m'aider à le cerner et donc avoir le bon langage. Et surtout être là où il ne m'attend pas, au fond. Et je vous donne un exemple qui n'a pas eu lieu, mais qui aurait pu avoir lieu, mais qui était assez facile. Au fond, hier, j'aurais dû débattre, avant qu'il annule, avec Jean-Luc Romero sur la fin de vie. Je me suis donc intéressé à qui était Jean-Luc Romero, quoique je le savais un peu. Je me suis donc intéressé à son positionnement. Son positionnement, il est intéressant parce qu'il me permet donc de déterminer qui il est. Ce positionnement, ce à qui je parle, devient intéressant parce que du coup, avec qui je débat? Je débat avec quelqu'un qui est j'aurais dire un défenseur de l'euthanasie, quelqu'un qui a fait de l'euthanasie une question de principe, une question effectivement qui est son cheval de bataille. Il considère que l'euthanasie constitue donc la mort dans la dignité, là où évidemment j'ai la position inverse. Et donc, ce que j'apprends de lui, en me renseignant un tout petit peu, c'est qu'au fond, il a une idéologie. Il défend politiquement une idéologie, et dès lors, ça va m'intéresser parce que si je m'adresse à lui en connaissant ça, déjà, j'ai envie de vous dire, je connais quelque chose de mon adversaire, si je puis dire, et je sais déjà une force ou une faille. Voilà, si je débat, j'ai refusé un débat, là, enfin, pour plein de raisons, mais qui va se faire dans quelques semaines avec Éric Zemmour. Éric Zemmour n'est évidemment pas Jean-Luc Romero. Éric Zemmour n'est évidemment pas Jean-Luc Mélenchon. Et qu'à ce titre, bien évidemment que je ne m'adresse pas à lui de la même façon que je m'adresserai à Jean-Luc Mélenchon, puisqu'il importe de savoir qui il est, donc à qui je parle. Le à qui je parle va permettre, en plus d'éviter quelque chose, qui est très intéressant et très important dans les débats, c'est de blesser. Alors, blesser, parfois, ça peut être une manière de faire. Il peut arriver que je cherche à blesser l'autre parce que c'est salutaire parfois, parce que j'en ai besoin parfois, parce que plein de raisons, je cherche à blesser l'autre. Alors on essaie de le faire le plus rarement possible, parce que le but n'est absolument jamais de blesser quelqu'un pour le blesser et de laisser finalement une cicatrice durable qui va en plus... Mais les attaques ad nominem sont une stratégie de débat, sont une stratégie de la parole, parce que précisément, à qui je parle, eh bien parfois, lorsque j'ai la connaissance de l'autre, naturellement ou moins, artificiellement parfois, je vais effectivement provoquer une attaque ad nominem, une blessure propre. Le à qui je parle est fondamental aussi parce que tout homme est une histoire sacrée, et donc à ce titre, ça m'intéresse de savoir quelle est l'histoire de l'homme à qui je m'adresse. Est-ce que finalement c'est un homme qui hésite? Je ne m'adresserai pas forcément de la même façon, sur le débat sur le pass, à quelqu'un qui est véritablement un pro-pass, de quelqu'un qui hésite. Je ne m'adresserai pas de la même façon à un médecin que je m'adresserai à un politique, ou effectivement à un étudiant, peu importe. Donc la qualité de la personne à qui je parle permet l'individualisation de la parole. Il n'y a pas de parole générale, il n'y a pas de parole abstraite. Une parole, elle est toujours concrète. Et c'est d'ailleurs, vous le remarquez, ce qui fait la qualité d'un enseignement, c'est qu'en général, un enseignement, on le dit, il est vivant, il est intéressant lorsque nous avons dit « Ah il était vivant, il faisait vivre son cours ». Ben oui, parce que une parole, elle est vivante, précisément. Le verbe se fait chair, je vous l'ai dit. Dans la grande tradition, non seulement au-delà de la foi, mais dans la grande tradition, le verbe se fait chair, et s'il se fait chair, eh bien naturellement, il y a une espèce
de puissance de la parole. Jamais, je le disais en manif il y a quelques mois, où je disais méfiez-vous des gens qui arrivent sur un podium et qui commencent à bien parler. Cela, il faut s'en méfier, quoi. En général, il faut s'en méfier. Quel que soit le discours, méfiez-vous des gens qui parlent bien. Mais c'est vrai, parce que la parole il y a une fascination de la parole, précisément parce que la parole rejoint. La parole, elle est l'instrument de liaison. Et donc, je vous l'ai dit, elle est le passage de la pensée intérieure à l'extériorisation. Et donc, plus je vais avoir une parole qui s'incarne, et plus je vais avoir une parole qui, tout à coup, va avoir une force, et une force de frappe, pourrait-on dire. Donc, première observation, à qui je parle. Deuxième observation, eh bien, de quoi je parle? Et ici, nous sommes dans un élément qui est tout à fait substantiel dans cette affaire du pass, c'est qu'au fond, on a tendance à penser qu'on peut parler de tout. C'est un réel problème, l'idée de parler de tout, parce que c'est pas vrai. Nous ne parlons que de sujets que nous connaissons. Et c'est ici que la vérité a son importance. Je ne peux effectivement débattre et parler que de sujets dont j'ai la connaissance. Non, alors, ou que je l'ai parce que je l'ai par culture, et pourquoi pas, ou que je l'ai par expertise, parce que j'ai travaillé dessus, et parce que concrètement j'ai forgé une expertise sur celle-ci. Et c'est par exemple la raison pour laquelle j'avais refusé d'aller débattre avec Zemmour, chez Cyril, dans sa nouvelle émission, parce que j'étais censé aller y parler avec lui de l'islam. D'abord, je m'en fous un peu, surtout en ce moment, mais peu importe, au-delà de ça, c'est que j'allais dire quoi sur l'islam? Quelle était ma légitimité pour parler de l'islam? J'avais aucune légitimité. Et finalement, ça allait être un débat d'opinion. Et il n'y a rien de pire que la parole qui se veut opinion. Parce que toute opinion, et dès lors, nous avons un débat d'opinion, mais le problème, c'est que, ou alors tous les opinions se valent, et le débat n'a aucun intérêt, ou tous les opinions ne se valent pas, et ce qui est bien mon point de vue, mais ils ne se valent pas parce qu'ils s'appuient sur une expertise, ils s'appuient sur une vérité, et si nous perdons le sens de la fin, qui est le sens de la vérité, nous avons un problème, parce que finalement nous nous retrouvons à avoir un débat un débat de comptoir de café, ou TPMP, mais c'est un peu l'idée. Mais c'est pas faux, TPMP est pas faux en cela. Ce que disait Cyril est très intelligent et très intéressant. Il disait, en réalité, et c'est très intelligent ce qu'il disait, les chroniqueurs sont représentatifs de l'opinion, on pourrait le prendre au sens de l'opinion publique, mais de l'opinion, c'est-à-dire des gens qui se forgent une opinion à partir des discours des experts que vous êtes, donc le débatteur. Le problème, c'est qu'il a raison sur le fond, et c'est pas bête de le dire comme ça. Le problème, c'est qu'encore faut-il que les experts aient une expertise. Encore faut-il que les experts aient une parole qui est une parole expertale, et souvent vous vous apercevez dans cette crise de quelque chose d'intéressant, c'est qu'on nous répond, qu'on me répond à moi, quasiment tout le temps d'ailleurs maintenant, enfin un peu moins maintenant, mais on a compris qu'il fallait pas trop, de dire mais vous n'êtes pas médecin. Et comme si on décrochait, parce que c'est intéressant de vous parler de ça, parce que on décroche la parole de celui qui la porte. N'est autorisé à porter une parole que celui qui, et c'est pas bête, a une légitimité pour ce faire. Le médecin dans la crise, c'est une crise sanitaire, donc j'interroge un médecin. Il y a une expertise, bam. L'intuition est bonne, la réflexion est bonne, à moitié. À moitié. Parce que cette crise, elle est tout sauf médicale. Donc ça, c'est nul. Pour plein de raisons. Mais c'est pas inintéressant d'ailleurs, parce que on a fait de cette crise une expertise médicale. On a dit, bah oui, dans la parole publique, et c'est ce que je vous disais, on a donc donné raison à mon propos, en disant, bah ce qui importe, c'est ce que je vais dire, et donc ce que je vais dire, c'est ce que je le rejoins avec qui va le dire, c'est l'expertise. Je suis un expert, et donc je n'ai pas une opinion, mais ma qualité d'expert, je suis médecin, ma qualité d'expert vaut expertise. Sauf qu'on décroche. Sauf que c'est pas vrai. Parce que je suis un expert que j'ai une expertise. Parce que je suis médecin que j'ai une expertise. C'est-à-dire quand Jérôme Marty vient vous parler de la santé publique, le mec il est généraliste, quoi. À Toulouse. Donc je veux bien voir, je pense que j'ai traité plus d'épidémies en santé publique dans ma carrière que lui. Mais bon, et c'est très intéressant, je vous repense, si je la referme immédiatement. J'ai un problème avec les journalistes depuis un moment, qui est très amusant, c'est que les journalistes ne m'interrogent jamais sur la crise en tant que telle, sauf quelques-uns. C'est la grande intuition de Cyril qui était bonne, mais sinon, on va vous interroger. Ah, vous êtes avocat, donc vous êtes un spécialiste de la défense. Mais vous, votre boulot, c'est la défense. Vous n'avez pas le droit d'avoir une expertise sur autre chose que la défense. Mais ce qui n'est pas idiot en soi,
c'est réducteur. Les Américains ont une vision très différente des choses. Et tout ça pour dire quoi? Pour dire qu'à la fin, le vrai débat, il est celui-là. Donc, qui parle? Enfin, non, d'abord, oui, qui parle et comment on parle? Quelle est cette parole que je porte? Et de grâce, ayez une parole expertale, ayez une parole sourcée, ayez une parole de vérité, une parole objective, qui effectivement est documentée. Nous sommes dans une dictature de l'opinion, et c'est absolument terrible, c'est terrifiant, parce que finalement, on manipule l'opinion. Mon objectif n'est jamais de manipuler l'opinion, il n'est jamais de dire à l'opinion ce qu'il doit penser, ce qu'il doit effectivement... C'est pour ça que jamais je ne dirais, contrairement à ce que cherche à me faire dire Jérôme Marty, jamais je ne dirais qu'il ne faut pas se vacciner, je dirais, voilà les limites de la vaccination, c'est-à-dire, vous me dites que, eh bien voici les limites. Ce qui m'interpelle sur un dernier point, c'est que souvent, il importe en manière oratoire, il y a un élément tout à fait substantiel, c'est que souvent, c'est la question qui importe. On va affirmer des vérités. Sauf que moi, c'est assez rare que je fasse ça. En général, quand j'ai un expert en face, eh ben, j'interroge l'expert. Sauf que je l'interroge avec mes sources. Et si vous avez remarqué quelques émissions intéressantes, c'est quand je dis à Laurent Alexandre, as-tu lu l'étude de l'adresse? Oui ou non? Tu m'expliques qu'il y a 29 fois plus de chances d'aller en réanimation. Okay. As-tu lu l'étude sur laquelle tu t'appuies? As-tu lu l'étude? Et là, il y a un bug. Il y a un bug parce que il sait bien que ma question n'en est pas une. Il sait bien que ma question est une question rhétorique. Il sait bien que derrière, il a usé de sa qualité d'expert et que donc, je vais aller chercher sa qualité d'expert. Mais il sait aussi, parce qu'il me connaît, que ma question, elle n'est pas anodine, et que je ne pose que les questions auxquelles j'ai déjà la réponse. Alors ça, je vous parenthèse, juste une anecdote, j'ai appris ça dans ma carrière. Ne posez les questions que les questions auxquelles vous avez déjà la réponse. Jamais, en débat, jamais. Juge d'instruction, un jour, dans un gros dossier pénal, pose une question à mon client, juge très sympa, à Tours, pose une question à un client, il dit, monsieur, donc, étiez-vous présent sur les lieux entre 18h et 22h ce 22 janvier. Question qui était un peu stupide, pas prévue. Et moi, je commence à gueuler en disant, mais attendez, vous rigolez, quoi? Non, mais qu'est-ce que c'est que cette question? Bon. Puis il dit, moi aussi, j'en ai une, monsieur, question. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que, eh bien, à cette même date, votre épouse n'était pas là? J'ai l'instructeur qui me regarde et qui me dit, vous avez la réponse? Bah, je dis, la réponse, vous ne posez pas la question. Je dis, ok. Alors, on va le laisser répondre et on verra après la réponse si vous voulez que je note la question. Alors, je m'indigne. Vous avez cette histoire, vous avez à noter la question, enfin, les droits de la défense, machin, si vous voulez. N'empêche qu'on va quand même noter la question après. Hein. Et donc, je pose la question, le gars fait une réponse qui l'enfonce à 3 km, quoi, c'est bon. Mais vraiment, rien qu'avec ça, il est en tôle, quoi. Et le juge d'instruction me dit, vous voulez toujours que je note la question? Non, c'est pas la peine. Non, ça va aller. Mais, il me dit, ici, les questions, c'est moi qui les pose. Vous ne posez que les questions auxquelles vous avez la réponse. Ça m'a appris un truc. Et c'est vrai en débat aussi. Évitez de poser une question à laquelle vous n'avez pas la réponse. Parce que si vous posez une question à laquelle vous n'avez pas la réponse, d'abord, vous ne pouvez pas vérifier si la réponse est bonne. Et ensuite, vous avez affaire à quelqu'un qui peut faire la réponse qu'il veut. Donc, vous ne posez que les questions auxquelles vous avez déjà la réponse. Il vous faut absolument la réponse à la question que vous avez posée, et votre question n'est qu'une question rhétorique. Et Laurent Alexandre est un bon exemple. Dire, très clairement, as-tu lu l'étude? Parce que soit la réponse était non, et c'est une mauvaise réponse, parce que du coup, il vient vanter une étude qu'il n'a pas lue, soit la réponse est oui, mais ce que lui ne savait pas, enfin, lui se doutait que je l'avais lu. Ce qui n'était pas vrai, en l'occurrence. Ce qui, en l'occurrence, n'était pas vrai. Mais ça, il ne le savait pas. Parce que, je lui dis, parce que tu l'as lu? Parce qu'évidemment, ma question est, tu l'as lu? Non mais, Laurent, c'est une vraie question. Tu l'as lu? Non, parce que moi, je l'ai lu. À partir du moment où vous dites ça, il est coincé, en fait. Parce que vous savez qu'il ne l'a pas lu. Vous savez qu'il ne l'a pas lu parce que sinon, il l'aurait cité d'emblée. Il en aurait cité les passages pertinents, parce que c'est un réflexe de citer pour montrer que vous l'avez lu, c'est vrai. Ce qu'il faut bien avoir en conscience, c'est que je ne suis pas forcément un modèle. Hein. D'ailleurs, je me dirige en modèle de rien, moi. Ouh là là. Mais ma parole à moi
elle est toujours tranchante. Je n'ai pas... Alors j'ai de la parole bienveillante, mais rarement en débat. Mais j'ai une parole tranchante. Et d'ailleurs, mes filles, par exemple, deux de mes filles, trois enfants, mes deux filles, deux ados, refusent de discuter avec moi. Refusent. Quand on s'énerve un peu, quand je lui dis, j'ai toujours l'argument de dire, on va en débattre. Jamais. Voilà. Donc voilà, l'idée générale. Et en fait, c'est ça, c'est pour ça que je vous dis que je ne suis pas forcément le mieux placé, en fait, moi. Je ne suis pas forcément le mieux placé parce que voilà. En fait, moi, je rentre dedans, c'est ça ma technique, en fait. Mais c'est vrai, c'est la technique du cogneur. Vous savez, à la boxe, moi j'ai boxé très longtemps. La technique du cogneur, c'est vous avez un type qui esquive, deux grandes techniques. Vous avez un mec qui esquive tout le temps et qui fatigue l'adversaire. Puis vous en avez un qui arrive sur le ring, il commence à poum, 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 taper, en fait. L'adversaire n'a pas encore, le mec, il n'a pas encore compris qu'il était sur un ring, que déjà il s'est pris une quinzaine de coups, quoi. Moi, j'étais celui-là.